C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état, à partir d'arguments scientifiques, d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Et le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Bonsoir tout le monde. J'avais l'impression d'avoir écrit quelque chose de court, mais maintenant je ne sais pas s'il est aussi court que ce que j'avais imaginé. Avant de commencer et avant de se lancer dans le thème de ce soir, la réflexion sur la civilisation, et passer la parole à Madame Fanon Mendès-France, pardon, à Monsieur Picot. Je voulais juste préciser que je ne représentais aucune association, aucun parti politique, pardon, mais que je me réjouissais de la défaite de Nicolas Sarkozy et du gouvernement Fillon qui a duré 5 ans. C'est assez rare dans les annales de la Ve République. Donc sans signer de chèque en blanc, je suis tout à fait d'accord avec les indigènes de la République, sans signer de chèque en blanc au Parti Socialiste que nous connaissons très bien. Peut-être que le débat télévisé de la semaine dernière nous a rappelé que sur les questions de société, la gauche molle de la France et à travers le PS ne fera pas partie de nos alliés. Je pense que quand même avec cette UMP élue en 2007, on a été très 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 loin, aussi bien dans les politiques économiques qui ont été menées et aussi au niveau idéologique, au niveau du discours. Je pense qu'il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des gestes qui ont été effectués publiquement qui vont laisser des traces. Donc je pense que le combat ne fait que continuer, mais je le répète, je me réjouis de la défaite de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement hier. Pour revenir à ce qui nous préoccupe ce soir, ma présentation était censée être brève, comme je vous l'ai dit, car son unique but est d'introduire les 3 invités de ce soir. À mes côtés, Kosinati Biko, Mireille Fanon Mendès-France et Malak Shabazz, donc qui a dû nous quitter précipitamment. Ces 2 femmes et cet homme sont les descendants du Sud-Africain Steve Biko, du Martiniquais Frantz Fanon et de l'Afro-Américain Elhadj Malik El Shabazz, anciennement connu sous les noms de Martin Little, puis Malcolm X. Je remercie les indigènes de la République et tout particulièrement Ria Boutelja et Stella Madiani Belkacem de m'avoir invité ce soir à me joindre à la réflexion sur le thème de la possibilité d'une nouvelle civilisation en ce début du XXIe siècle. Le point, je pense, a été fait sur la civilisation occidentale de l'ère dite moderne, celle qui a débuté avec ce qu'on a appelé les grandes découvertes et la colonisation. Et la colonisation de ce qui a été nommé le Nouveau Monde par les conquérants victorieux. Nul besoin de raconter une nouvelle fois cette histoire si particulière et, détrompons-nous, si loin d'être universelle. Mais rappelons tout de même que cette ère moderne a donné lieu à une vision du monde fortement hiérarchisée et a, logiquement, produit des identités qui aujourd'hui pèsent sur les individus, les communautés, les États-nations et autres organisations en charge du politique. Dans un tel ordre des choses, quelle perspective pour les groupes dominés, et soyons optimistes ou tout simplement réalistes, les individus qui, bien que se trouvant en position de domination, parviennent à d'abord prendre conscience de l'ordre en place et cherchent ensuite à le remettre en cause. Aminata Traoré, elle n'est pas la seule, nous a expliqué comment l'imaginaire des dominants, comme celui des dominés, avait été violé. Comment il était devenu presque impossible pour l'humain d'aujourd'hui d'envisager une ou d'autres façons d'organiser le monde, les sociétés, les civilisations et les rapports politiques qui nous régissent.
Malgré cela, nombreux à travers l'histoire ont mené d'innombrables actions de résistance à l'encontre de cette civilisation occidentale. Une civilisation occidentale qui peut se targuer d'avoir inventé une façon inédite d'appréhender le monde, les individus et les communautés qui le composent. Faire équivaloir des couleurs de peau à des statuts économiques, politiques, culturels particuliers est le fait d'armes inédit, je le répète, de la civilisation occidentale. C'est en cela que l'histoire de ce que l'on appelle la diaspora africaine est importante. L'histoire des êtres humains d'ascendance africaine, proches ou lointaines, dispersés à travers le monde par vagues historiques successives, met en lumière de manière si claire, si pratique même, la façon dont l'Occident a inventé de manière simultanée les identités blanches et noires, l'universel et le particulier. Par conséquent, tous les mouvements de résistance de cette diaspora noire africaine ont de tout temps eu au moins deux objectifs. Affirmer l'identité noire de manière à pouvoir la dépasser et ainsi, elle aussi, devenir une identité universelle. En d'autres mots, restaurer l'humanité du noir a fréquemment été envisagé comme un moyen et non une fin en soi. L'objectif visé était de contribuer à la création d'un véritable universel au sein duquel blancs et non-blancs peuvent se retrouver sur un pied d'égalité. Les trois exemples de ce soir, Biko, Fanon et Shabazz, nous offrent tout d'abord trois systèmes de domination qui ont fait leur preuve dans l'Occident du XXe siècle. L'apartheid sud-africain, le colonialisme français qui a fait suite au système esclavagiste, et aux États-Unis, la ségrégation des États du Sud associée au racisme structurel et non assumé des États du Nord. Les militants, Biko, Fanon et Shabazz, qu'ils soient issus de la diaspora, à Martinique pour Fanon, les États-Unis pour Malik El-Shabazz, ou du continent pour Steve Biko, à travers leurs luttes respectives, distinctes, mais au fond si similaires, ont mis en lumière les mécanismes violents, oppressifs, fondamentalement inégalitaires de ces systèmes de domination. Qu'il s'agisse du développement de la conscience noire et d'un positionnement marxiste pour Biko, d'une réelle et si novatrice prise en compte des effets psychiques et psychiatriques de la colonisation par Fanon, qui, en s'alliant avec ce qu'on a appelé les rebelles algériens, a articulé comme personne un engagement solidaire à la fois concret et transversal. Enfin, la figure de Shabazz, qui, à la suite de tant de transformations et de remises en question, aussi bien personnelles qu'idéologiques, a su également mettre le doigt sur les besoins d'alliances locales et internationales. Les combats menés par ces trois hommes visaient le même objectif: détruire l'ordre existant et en créer un nouveau. Celui-ci aurait été plus juste, plus égalitaire, forcément différent, fonctionnement avec des fondements, des principes, des institutions nouvelles, des politiques novatrices. Il ne s'agissait pas de révolte, il ne s'agissait pas de demande de réforme, il s'agissait bien de véritables révolutions. Les généalogies ont leur importance, qu'il s'agisse d'idées, d'idéologies, de civilisation, de personnes. Ce soir, nous avons évoqué ensemble le monde occidental de l'ère dite moderne, la façon dont celui-ci s'est pensé, constitué et imposé. Il est également bon, après avoir regardé l'avant, de s'intéresser à l'après. Les généalogies peuvent être éternelles, elles peuvent être sans fin. Elles peuvent être aussi interrompues et transformées. Nos trois intervenants de ce soir sont des descendants, des héritiers. Il ne nous en reste que deux, mais ce n'était pas prévu. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Écoutons-les nous raconter comment ils ont choisi de se positionner face à cette histoire et face à ces pères qui ont été si actifs et qui ont sacrifié leur vie pour la cause qu'ils ont chacun défendue. Ces trois hommes, pour certains, ont eu la belle idée d'avoir des filles. Celles-ci, en leur position de leader contemporaine, transforment déjà l'imaginaire sur la question du genre. Il faut insister ici, les questions de genre, de sexualité, de religion et de classe ne sont pas des questions secondaires. Elles ne sont pas parallèles à la question de la domination raciale. Non, toutes ces questions agissent de manière simultanée. Cette évidence a trop longtemps été laissée de côté. Je vous présente ce soir M. Nkosi Nati Biko et Mme Mireille Fanon Mendes France.